je me laissais séduire par Jean-Luc et notre ami Vincent, Frédéric Vincent, pour venir ici. Je fréquente un peu les névroses, en fait. Je ne suis pas clinicien, même si la névrose est ambiance. Donc je me suis dit que dans les choses qui m'occupent, qui sont plutôt la psychologie politique, je pouvais trouver un fil conducteur et surtout une manière d'interpréter quelque chose que vous connaissez. Donc j'ai rien de fracassant à vous dire. C'est plutôt modestement quelques éléments de réflexion à titre de conversation, parce que c'est comme ça que Jean-Luc a la gentillesse de nous inviter à cela. Et je crois beaucoup à la conversation plus qu'au discours de conférence des profs. Je suis trop professeur encore pour savoir que ça pose des questions. Alors, l'exposé, donc, ça va être autour d'un concept qui n'est pas très utilisé par les politologues, mais que je pense qu'il faut de plus en plus tirer ces fils, et c'est la névrose politique, dans le sens général, individuel et collectif du terme. Puisque je crois que nous vivons dans une période, comme disait une bonne psychanalyste, même si je ne suis pas très proche de cette approche, Karen Horn, vers les années 30-40, elle avait parlé de la névrose de notre temps. Et il y en a d'autres qui ont profité de cela, et ils font en particulier. Donc j'ai tiré un peu de mes souvenirs cette réflexion en pensant que peut-être ce qui provoque ce qu'on pourrait appeler la névrose politique, c'est la fragmentation de la réalité de plus en plus forte et comment la perception sociale, en tant que telle, surtout l'effet halo de la perception sociale, nous fait que nous voyons les choses tout à fait différemment et que chacun se fait son idée. Et c'est là, c'est un point d'équivoque et d'équiproquo. Peut-être il nous manque une vision unitaire de la réalité et nous travaillons donc dans cette vision un peu perçue de sa réalité. Je pense que les réalités actuelles et la fascination de la réalité actuelle pour les images marquent bien ce problème. Donc je vais vous parler plutôt de comment certains symptômes de la névrose politique vont être fixés autour du syndrome du narcissisme. Et vu d'un point de vue plutôt psychosociologique que psychanalytique. Ma vision de la chose passe par savoir que ne pas percevoir la même chose fait partie de notre temps courant. Je n'avais pas perçu qu'il fallait se jeter à l'eau sans maillot de bain, malgré la piscine qu'il y en a à côté, on ne m'a pas prévenu. J'aurais pu, mais cette réalité perçue va m'amener en suivant les fils de Madame, qui est tout à fait fascinante, et je le partage de plus en plus, tantôt du côté chinois comme tantôt du côté jungien, cette vision qu'il faut lâcher prise, il faut voir les choses telles qu'elles sont, et surtout dialoguer autour. De ce point de vue-là, une des caractéristiques psychosociologiques les plus importantes, ça vous gêne si je n'utilise pas? Non, c'est on t'entend très bien. Donc, une des caractéristiques de la perception sociale, en réalité, c'est son caractère sélectif. Nous ne regardons pas les mêmes journaux de la même manière, nous ne percevons pas la réalité de la même manière. Ce qui fait que la société actuelle, libérale, beaucoup plus permissive qu'auparavant, et qui tombe dans une espèce de relativisme total, a donné une large place à cette manière particulière et individuelle de regarder la perception. Mais ce qui est aujourd'hui gênant, c'est que cette vision qu'il peut avoir chacun, à un moment donné, devient la vision unique, nécessairement unique de certains. Donc, c'est le caractère sélectif de la perception qui m'a amené à penser, en lisant un autre collègue, en fait, un psychosociologue, qui aussi avait une penchante psychanalytique, et c'est Christophe Lasch,
qui a écrit un livre qui me paraît très important dans cette période, qui s'appelle La culture du narcissisme. Je ne sais pas si vous les connaissez. Parce que bon, cet auteur qui est relativement marginalisé par les tendances dominantes aujourd'hui, a eu la curieuse tentative d'analyser avec tous les outils qui sont proches de la psychologie ce qui se passe dans la société nord-américaine. Il a tiré de cela des enseignements qui sont importants et la caractérisation de la névrose dite narcissique qui est à l'ombre de la société capitaliste d'aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas avoir des peurs d'utiliser ces mots-là. C'est justement la voie qui détermine l'être aujourd'hui et que la visée de la société actuelle, c'est celle d'un individu capable de manipuler les autres par la rhétorique de la parole et surtout ce qui donne comme conséquence la personnalisation du fait politique. Alors la démocratie elle-même est malade de ces phénomènes. Je n'irai pas très loin, puisque la permission du poète me le permet. Je vais citer humblement Antoine de Saint-Exupéry qui l'a dit d'une manière très tranchante. La démocratie s'abâtardit quand, faute de communes mesures, les principes se transforment en identité démagogique. Je crois que c'est une vue assez pénétrante et qui nous amène à reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes dans un stade qui amène à que les 98% de la population, d'après un sondage récent du Servipof, refuse sa confiance aux hommes politiques. Et mis à part que ça c'est grave du point de vue de notre stabilité sociale, c'est encore plus grave parce que les personnels politiques en elles-mêmes ne prévoient pas ou ne voient pas la même réalité que nous, disons-le, c'est que nous ne sommes pas des professionnels politiques. Et les mots sont différents et à partir de cela, les liens émotionnels sont rompus aujourd'hui et c'est pour ça que c'est 98% qui est aberrant. En fait, le narcissisme comme facteur de la névrose apparaît comme conséquence de l'effondrement de la culture classique, dans laquelle l'individu et le collectif avaient un statut dialogant. Ces névroses politiques de notre temps est l'alliance, on dirait stratégique, pour reprendre l'expression de Madame, dans laquelle c'est l'idéologie libérale, la vision technocratique de l'autre et la perte des repères solides. Donc, la fragmentation de toutes les orientations idéologiques et politiques de notre temps. Ce qui semble fondamental, c'est le paraître tout en effaçant l'être, dont l'aspect authentique de l'individu laisse la place à des hommes politiques qui sont manipulés par les mêmes systèmes qu'ils sont engendrés. Et de telle sorte que les rôles qui a les masses médias, etc., je vais prêcher pour les convertis, est presque les vrais paradigmes de notre situation. Et la société est devenue de plus en plus psychopathologique et psychopathologisante à la fois. Et nous sommes tous dans la même mêlée. Et cette crise de société est vécue de manière un peu comme une crise des régimes. Et je pèse mes mots, c'est une crise des régimes plus que la crise des politiques. C'est l'ensemble des institutions qui est en cause, faute de certitudes qui soient objectives. Le climat d'attente de l'homme actuel passe par la recherche d'un homme providentiel. Ça aussi, c'est un aspect qui me paraît clair de la dynamique de la société actuelle, comme échange de stratégies individuelles qui demandent de plus en plus une vision pragmatique pour nous sortir, pour nous tirer d'affaire. Cette vision ambiguë et ambivalente de l'homme politique rappelle ce qui était à une époque bien dépassée
qu'on appelait de la névrose maniaco-dépressive. On appelle plutôt les bipolaires aujourd'hui. Ce qui n'est pas exactement un gros problème. La difficulté, c'est que tout cela oscille et très rapidement. Et on a les deux choses à la fois. De telle manière que cette névrose peut nous amener et aboutir en fait à un autre phénomène qui est beaucoup plus inquiétant et qui se développe, qui c'est la manifestation d'une vision autoritaire de la société. Nous avons des exemples que je vais donner tout à l'heure de ce type de personnalité qui est très proche de l'autoritarisme et qui nous amène aussi à un climat de conformisme et de soumission qui est produit d'une perte de cohésion sociale, d'une part à cause des difficultés d'identité, sauf l'identité de type narcissique, qui est une identité de type humaniste. La conséquence, c'était une politique dans laquelle les professionnels de la politique ressemblent plutôt à des comédiens qui sont interchangeables. Et les contenus même disparaissent. La société donc devient de plus en plus ingouvernable. C'est l'ère de la professionnalisation de la politique qui contribue à prendre les lecteurs, les électeurs et les citoyens comme des pièces d'un rouage qui va nous amener à dévaloriser la politique elle-même. La politique cesse d'être une réponse pour les grands nombres et les pouvoirs deviennent donc de plus en plus avec un nouveau visage qui n'a pas d'honte et qui est décomplexé et qui nous ramène à cette vision de type autoritaire. Les troubles sont non simplement de ces individus qui font la politique, mais c'est les troubles de la société dans son ensemble et d'une culture dans laquelle les soucis n'est pas d'accomplir quelque chose, mais de séduire. Et cette vision de séduction qui passe par une émotion qui a cessé d'être importante dans la société, puisque nous sommes de plus en plus centrés sur les cognitifs plus que les motifs, aujourd'hui nous mène à penser à des véritables paradigmes. Et en politique, je mentionne un des paradigmes, que c'est Silvio Berlusconi, dans lequel je n'ai pas besoin de décrire les malfaits et ni même les éléments positifs qu'il puisse avoir. C'est l'exemple de la classe politique dans son ensemble qui se répand dans la planète. Et le monde politique est devenu aussi trop éphémère pour établir un véritable diagnostic à long terme. Et on passe d'un homme politique à un autre homme politique avec les mêmes caractéristiques. Alors la préoccupation de l'homme politique n'est pas de résoudre les problèmes, mais de produire des images dont la communication fait sa joie. Et l'important de la communication, c'est que l'image soit à la fois éphémère, mais qu'elle soit suffisamment attirante. Et il va ne parler pas de vérité, mais plutôt de vraisemblance. Cette idée qui nous amène directement au monde du narcisse, qui se réfugie dans les divertissements. Et c'est comme ça qu'on voit les hommes politiques se précipiter dans les émissions de divertissement, comme la dernière grande émission qu'on a eue, les élections présidentielles de 2012. Alors, ça se propage comme une espèce de maladie, à la fois peut-être sexuellement transmissible, surtout parce que certains politiques les pratiquent, et qui nous ramène à savoir que les conseillers de communication cherchent à reproduire des images d'identification et à nous exhiber de plus en plus les sentiments des hommes qui nous dirigent. Et ces sentiments-là, vrai ou faux, servent comme support aux images. Les défauts du vrai politique aujourd'hui, c'est la séduction, les charmes et la rhétorique. Ainsi, permet d'interposer les simulacres politiques se profitent comme une espèce de grande décadence de civilisation. Je ne sais pas si j'ai le temps, oui.
Bon, ce qui montre que l'homme politique aujourd'hui va succomber plutôt à l'idée de la autosatisfaction et de l'impunité. L'avoir contrôlé complète cette idée. Alors, la liste des malades du pouvoir est très longue. Je vais classer un peu cet aspect du phénomène charismatique comme maladie ou névrose de la politique. Il se déploie à différents moments. En premier lieu, il y a les narcissiques dont l'image est construite par les experts de communication, image qui va servir plutôt au moi-j'ai et à l'attitude autoritaire déguisée. Le deuxième type, ou la deuxième classification que je peux faire de narcissisme est celui du condottiere, le vieux condottiere à l'image de Machiavel, dans lequel le prince ne doit pas être aimé, il doit être plutôt provoquer la crainte à condition de ne pas inspirer la haine. Un troisième type, il est devenu célèbre avec la relation qu'avait M. Fabius avec Mitterrand quand il disait « lui c'est lui, moi c'est moi ». Ce type de narcissisme qui est accompagné d'un désir de personnalisation est aujourd'hui une des manières de se démarquer et chercher sa propre identité, donc personnaliser encore plus le pouvoir. Une quatrième catégorie, c'est celle des prédateurs. Ces prédateurs dans lesquels exige la reconnaissance de son désir, de son pouvoir. Vous imaginez à qui il fait allusion. C'est le cas de Strauss-Kahn à toute son splendeur. Ce syndrome ne recule dans aucun désir, mais à condition qu'on lui reconnaisse. J'ai pris notre narcissisme. Et un autre élément, c'est le narcissisme moral, qui c'est un mélange de Caligula et de Marquis de Sade. Les exemples historiques récents sont aussi parlants, comme Hitler ou Staline. Et finalement, il y a un autre, non pas finalement parce que j'ai un dernier, c'est ce narcissisme solitaire dans lequel certaines politiques naviguent tout seuls et contre tous. Je pense à M. Bayrou, entre autres. Et enfin, un dernier cas dans lequel nous avons un narcissisme qui frôle l'autoritaire et qui est le plus redoutable pour la démocratie. Je vais faire allusion à la même médaille qui a deux faces, Sarkozy et Manuel Valls. Avec ça, je crois que j'ai fait le tour des différents portraits possibles de l'image narcissique actuelle. Et comme conclusion, qui peut-être va être plus pessimiste qu'optimiste, m'amène à que la victoire de l'image a vidé les contenus du discours. Et nous avons donc une morale qui se révèle très bien dans la pièce de Caligula d'Albert Camus, que je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui nous envoie un message que je trouve symbolique dans ce qui est l'absurde du pouvoir et l'absurde de la situation actuelle qui nous amène à peut-être à notre dernière folie. Et notre époque, dit Camus, comme conclusion à sa pièce, notre époque meurt d'avoir cru aux valeurs et à l'idée que les choses peuvent être belles et cesser d'être absurdes. La réalité, c'est que Caligula n'est pas mort. Voilà donc une dimension qui frôle l'élément politique, mais qui montre bien les formes obscènes de l'heure actuelle de la domination. Les cultes du moi, décrits par d'autres formes romanesques, comme c'est le cas des Barès, et qui va fondamentalement à nous décrire la situation comme sous une espèce de formule « attachez-vous à l'unique qui existe, et c'est le moi ». Dans ces cas-là, ça renvoie à une émission de télévision, je ne peux pas l'appeler autrement, qui était les dialogues entre M. Sarkozy, M. Mitterrand et M. Hollande,
dans lesquels il répétait plusieurs fois la même anaphore, moi, président de la République. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous avons un petit quart d'heure avant l'intervention de Joël Berthoud sur un sujet qui parle.